11 mars 2011. La catastrophe de Fukushima bouleverse les certitudes et les choix énergétiques. L'Allemagne et la Suisse programment leur sortie du nucléaire. L'Italie condamne par référendum l'énergie d'origine atomique. Et le Japon ferme précipitamment la totalité de ses centrales. En France, la réaction est bien différente. Il est de mon devoir de défendre la place de l'énergie nucléaire dans notre politique énergétique. Ce choix du nucléaire a été fait par tous mes prédécesseurs depuis le général de Gaulle. La politique nucléaire de la France, c'est un atout de la France. On ne doit pas y toucher. Le nucléaire français est un dogme et Fukushima n'y change rien. Nous continuons, comme si le risque atomique ne nous concernait pas, alors que la France compte 150 installations nucléaires et que la filière produit plus des 3/4 de notre électricité. Nos gouvernements ont fait du nucléaire une religion d'État, défendue par une technocratie toute puissante, et les racines de cette exception française remontent loin dans notre histoire. Pour comprendre comment la France est devenue le pays le plus nucléarisé de la planète, il faut revenir aux années 70, à l'époque du premier choc pétrolier. Fin 73, guerre du Kippour, augmentation d'un facteur 4 des prix du pétrole dans le monde, et d'un seul coup, en France en particulier, alors qu'on s'était habitué doucement à dépendre de plus en plus d'un pétrole bon marché, c'est devenu intolérable. Mon père nous avait réunis dans la cuisine, toute la famille, et nous avait dit « Mes enfants, le temps de l'énergie facile est terminé ». Et je m'en souviens comme une forme de choc, c'est-à-dire comme si on changeait d'époque. Et je peux vous assurer que la famille Levergeon a subi effectivement toutes les restrictions de température, de dépenses énergétiques qui étaient prônées par l'Agence de l'économie d'énergie. Les Français sont priés de conduire plus sagement pour économiser l'essence. Soyez régulier, vous irez plus loin. Vous aussi chassez le gaspille. Mais ils doivent aussi réduire leur consommation d'électricité, qui est alors produite principalement par des centrales au fioul. Quand nous laissons marcher inutilement des appareils électriques, nous gaspillons de l'électricité. En France, on n'a pas de pétrole. Alors, on économise l'électricité. À l'époque, c'était M. Messmer qui était Premier ministre et Pompidou qui était Président de la République. La décision a été prise de lancer un grand programme. À 9 h du matin, Couture, délégué général à l'énergie, me dit « Écoutez, on va prendre une décision ces jours-ci ou ces temps-ci sur le programme nucléaire. On est tous d'accord pour le fait qu'il faut l'accélérer. Mais à votre avis, quel est le nombre maximum de centrales que vous pouvez faire chaque année ?» Bon. Alors, réponse à midi. Je me suis dit, il veut avoir 3-4 et il va demander 6-7. Je jamais pensé à l'époque qu'on ferait vraiment 6-7, tout en sachant qu'on pouvait le faire. Ils ont pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. C'est une décision extrêmement importante. Et cette décision est prise en très petit comité par le Premier ministre, ses conseillers et quelques membres du gouvernement. Je me suis demandé si cette décision claire, et brutale, rapide, tenait au fait que Messmer était un ancien militaire, ministre de la guerre au surplus avant, ou si c'était le fruit d'une longue réflexion entre hommes politiques co-responsables. En tout cas, on n'avait rarement jamais pris une décision aussi importante de façon aussi rapide. La priorité, nous la donnons à l'électricité. Et dans l'électricité, nous la donnons à l'électricité nucléaire. Avec cette simple phrase, Pierre Messmer engage la France dans le tout nucléaire pour les 50 ans à suivre.
Les mises en chantier auront donc lieu à partir de cette année au rythme de 6 à 7 centrales par an, et ce jusque vers les années 80. Même dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de problème de financement, chaque tranche coûte 1,2 milliard de francs lourds, l'effort demandé est techniquement à la limite des possibilités de l'industrie française. Le programme Messmer, 74, etc., où on lance vraiment le programme, c'est vraiment un choix d'imposer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat à l'Assemblée, il n'y a pas de débat démocratique, c'est le gouvernement décide que, en résumé, les Français sont trop bêtes pour comprendre, donc puisqu'on va agir pour leur bien, on va mettre en place le programme électronucléaire. On dit toujours qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire. C'est vrai, mais a priori, il n'y a pas besoin. Ça faisait partie des délégations de pouvoir du Premier ministre et des DDF. Si on voulait un débat parlementaire, il fallait que les opposants déposent, fassent une demande, proposent une loi, fassent quelque chose. Ils ne voulaient pas, ils étaient sûrs qu'ils perdraient. Et c'est assez vite que j'ai vu que ce qui était en train de se produire, c'était le passage d'une addiction au pétrole à une addiction à l'électricité d'origine nucléaire. Et ça, c'est très curieux, c'est que c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle pression à l'occasion du choc pétrolier. Ils ont profité de ça pour dire, vous voyez, la catastrophe. Donc, la seule réponse, c'est le nucléaire massif. Ce qui était assez idiot, mais finalement, c'est très bien passé. Le nucléaire ou la bougie, le nucléaire ou le chaos, c'était quand même les grands titres, hein. Et donc, ils ont emporté le morceau et on s'est lancé dans le tout nucléaire, ce qui était une imbécilité, y compris du point de vue industriel. Le plan Messmer va devenir la grande réussite industrielle de la République planificatrice de l'époque. Je dois dire que ceux qui ont lancé ça ont dû ressentir effectivement les démarrages comme une forme extraordinaire de pari. À l'époque, il y a eu 6 grands programmes lancés par Georges Pompidou. Dans les 6 programmes, donc l'aéronautique, le spatial, le TGV, le nucléaire, les télécoms et le plan calcul. Quand on regarde, il y a un plan sur les 6 qui n'a pas été un succès. Et on a eu l'impression, mais vraiment, de participer à une mission nationale. On a vraiment assimilé l'idée, il faut faire quelque chose, et nous, on fait partie des gens qui peuvent. Et on était prêts. En effet, la France est prête. Au moment de la crise du pétrole, cela fait déjà 25 ans qu'elle a mis au point sa première pile atomique. Car la radioactivité, c'est la France. Ou du moins, c'est une découverte française et un de nos plus prestigieux domaines de recherche, récompensé par 3 prix Nobel. Henri Becquerel, les époux Pierre et Marie Curie, leur fille Irène et son mari Frédéric Joliot-Curie. Ces noms sont une fierté nationale. Rien d'étonnant alors si l'atome et ses applications fascinent le public. J'ai un souvenir d'enfance très marqué quand, avant la guerre, on allait acheter des chaussures chez les chaussures André. On vous mettait le pied dans une petite boîte et on voyait les os. Et tous les petits-enfants étaient tout fiers d'avoir vu leurs os en se faisant irradier le pied par Monsieur André. Ça ne se fait plus du tout, c'était quand même relativement dangereux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était quand même pas vraiment averti de tout le risque qu'on prenait. L'atome est bon, le radium est bénéfique. Les publicités d'avant-guerre en témoignent. Crème de beauté au radium, eau minérale radioactive, parfums atomiques. Cette science-là fait rêver. En 1945, même l'explosion de la première bombe sur Hiroshima n'entame pas la ferveur pour la science atomique. Certes, Hiroshima avait frappé les imaginations, mais en même temps, on se rendait compte qu'il y avait là une force considérable, et si, comme le prétendaient certains savants, on pouvait mettre cette force à la disposition de la vie civile, ça représentait quand même quelque chose de très, très prometteur. Dans une France qui se relève difficilement des humiliations de la guerre, toutes les forces politiques, des communistes aux démocrates chrétiens, se rallient à un idéal de progrès par la science et par l'atome. En même temps que les déserts pourront être rendus à la vie, les races de bestiaux, grâce à certains traitements atomiques, verront se développer leur qualité, leur poids et leur valeur.
l'agriculture pourra prétendre à d'autres développements encore imprévisibles. Des pluies atomisées donneront aux terres une fertilité jamais atteinte. Et les expériences faites prouvent que le temps de croissance pourra se réduire à quelques jours. Récoltes accélérées, épis géants, permettront de supprimer le nom même de famine. Verrons-nous cela au lieu du tragique champignon dont l'inquiétude humaine a maintenant pris la forme? C'est un témoignage assez touchant de voir la candeur avec laquelle, à l'époque, les gens envisageaient les choses. Voilà, des croissances améliorées, la famine qui disparaît. Vous voyez très bien le décalage qu'il y a avec la perception que l'opinion publique peut avoir aujourd'hui. C'est dans ce climat d'enthousiasme que le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique. Il confie sa direction à Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel, militant communiste et pacifiste convaincu. Mais en 1950, la guerre froide durcit les lignes. Joliot-Curie signe l'appel de Stockholm pour l'interdiction de la bombe atomique. Il est aussitôt relevé de ses fonctions. Joliot-Curie, effectivement, a été remercié. Le CEA est un établissement public. Vous avez l'obligation d'être loyal au pouvoir légitime, qui est le pouvoir élu. Donc, à partir du moment où quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec les missions qu'on lui demande d'accomplir, la logique est celle, effectivement, de partir. Joliot-Curie est remplacé par Francis Perrin, partisan convaincu de l'arme atomique. Francis Perrin, il avait le goût de la vulgarisation, mais il a quelquefois été un peu loin. Et je me souviens notamment, lors d'une conférence, il a dit, vous savez, le plutonium, c'est formidable, c'est extraordinaire. Pensez, avec une mandarine de plutonium, on peut tuer l'humanité entière. Ce n'est pas un argument vraiment très heureux pour convaincre les antinucléaires. Mais à l'époque, ça ne lui venait pas à l'esprit. Il dit, pensez que le nucléaire, c'est formidable. Je viens chercher ma provision de calories pour l'hiver. Parfaitement, madame. En voilà pour 6 mois. L'Europe tout entière vit alors dans le rêve d'un avenir radieux grâce à l'atome. Et c'est le thème choisi par nos voisins belges pour leur Expo 58. L'atomium restera dans les mémoires comme le signe même de l'exposition de Bruxelles. 9 sphères de 18 mètres de diamètre stylisent l'atome d'un cristal de métal grossi 150 milliards de fois. Mais cette représentation de l'atome symbolise bien davantage les forces de l'ère nouvelle dans laquelle l'humanité est entrée et auquel on donnera sans doute le nom d'âge de l'atome. Pendant que les foules se ruent pour visiter l'atomium, en France, le général de Gaulle revient au pouvoir. Il va donner un élan décisif aux recherches du CEA, avec un objectif prioritaire, la bombe atomique française. C'était un âge d'or, cette période-là, effectivement, mais aussi un âge extrêmement difficile et tendu. Le général de Gaulle était très impatient, des impatiences qui se manifestaient par des visites régulières, donc des interrogations détaillées des principaux responsables. Il a voulu accélérer les efforts et a véritablement, effectivement, donné instruction au CEA de mettre tous les moyens pour réussir. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. Cette nouvelle de la première bombe a été accueillie par le général de Gaulle avec une immense fierté, une immense satisfaction. Donc il avait le sentiment que la France revenait de plein droit dans une capacité de dialogue avec les plus grands de ce monde, avec cet outil nouveau. Il faut avoir des alliés, mais il ne faut pas avoir de protecteurs. C'est la raison pour laquelle la France, avec ses moyens, et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même. C'est ainsi que De Gaulle associe définitivement le nucléaire à la grandeur du pays. Les essais atomiques français en Algérie, puis en Polynésie, vont déchaîner les protestations internationales.
Mais De Gaulle n'en a cure. Il en profite même pour affirmer sa stature sur la scène diplomatique. Les présidents suivants adoptent la même posture provocatrice. François Mitterrand va défendre lui aussi les essais nucléaires dans le Pacifique. La France, puissance présente au Pacifique, entend y décider souverainement de ce qui touche à ses intérêts nationaux. Et Jacques Chirac lui fera écho à son tour. J'ai pris la décision parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. La bombe française reste jusqu'à aujourd'hui l'emblème menaçant de la puissance nationale. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut, et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. On n'a jamais, en France, essayé de faire deux chaînes, deux systèmes de combustible séparés, l'un un aspect civil, l'autre militaire. C'est-à-dire on a intégré les deux dès le départ. Et on a dit il faut que l'un puisse profiter de l'autre. Alors que dans tous les autres pays, on a essayé plutôt de garder au moins un semblant, disons, de séparation entre le civil et le militaire. Il faut attendre la fin des années 60 pour que l'atome s'émancipe de la tutelle militaire. Le nucléaire devient une vraie filière industrielle, organisée autour de grandes entreprises publiques que sont EDF et le CEA, et des consortiums comme Cogema et Framatome, qui produisent le combustible atomique et fabriquent les réacteurs. Toutes les conditions sont donc réunies en 1974 pour lancer un programme colossal de centrales nucléaires. C'est l'origine de ce développement formidable où entre 1973 et on va dire 1990, grosso modo, en moins de 20 ans, ont été construits 58 réacteurs. Peu de gens imaginent que sur cette période, chaque année, on lançait la construction de 3 à 4 nouveaux réacteurs. À une certaine époque, en France, il y a eu jusqu'à 25 réacteurs en construction simultanée. Ainsi, sur cette lancée, 2 savants américains ont calculé qu'en l'an 2000, pour se passer du pétrole en France, il faudra construire, tenez-vous bien, 900 centrales nucléaires. C'est vertigineux. Mais justement, ce vertige fait peur. Et les Français, qui aimaient tant l'atome dans les laboratoires, n'en ont guère envie dans leurs communes. Chaque projet d'implantation va donner lieu à des oppositions véhémentes. Et il y a eu des conflits partout. Alors avec une vraie difficulté pour l'opposition, c'est que finalement, vu que tout se construit en même temps, il est très difficile d'organiser une lutte forte à certains endroits. Mais je me rappelle m'être déplacé à Golfech, m'être déplacé à Chaux dans les Ardennes. Et à l'époque, on partait le vendredi, après le travail, avec nos 2 chevaux en piteux état, pour aller à l'autre bout de la France, planter une canadienne, même en plein hiver, pour aller manifester contre l'installation des centrales nucléaires. Cette contestation trouve bientôt un écho auprès de la CFDT et d'une partie du PS. Des ingénieurs de haut vol, comme Bernard Laponche ou Paul Quilès, tous 2 polytechniciens, questionnent publiquement le bien fondé du nucléaire. Je suis allé à La Hague, justement, travailler avec les militants locaux, et je suis descendu dans les ateliers souterrains dans lesquels les gens descendaient en scaphandre, enfin cette espèce de tenue qui est bien connue, avec 3 épaisseurs de plastique et des gants en plastique et des scotch qui vous collent partout, et le masque. Et je me suis rendu compte de ce que c'était. Ça m'a vraiment fait toucher du doigt, c'est le cas de le dire, que tous les discours sur le fait que tout ça était nickel et que tout ça était formidable devaient être analysés de façon critique.
très vite, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir toute une série de problèmes techniques, des problèmes financiers, mais aussi des problèmes de sécurité. Et je me disais, alors c'était le responsable politique je n'étais pas encore responsable politique, mais le militant politique qui s'intéressait à ces questions-là, je me disais, est-ce qu'on a le droit de mettre en péril ainsi l'humanité tout entière? Les années 70, c'était un mouvement très fort, mais qui s'est heurté à un État très fort aussi. Cet État fort s'incarne dans un nouveau président qui n'est autre que l'ancien ministre des Finances du gouvernement de Pierre Messmer. Si l'on regarde sérieusement les problèmes de la France, on ne peut pas écarter le nucléaire. Et d'ailleurs, qui a contribué au nucléaire en France? Et la télévision giscardienne se fait outil de propagande en tenant un discours lénifiant et caricatural sur le risque atomique. Le nucléaire fait peur, et puis c'est naturel. Seulement, le risque serait de confondre ce risque et la peur. Par exemple, l'avion fait peur. Eh bien, c'est pourquoi il est très sûr. Seulement, l'automobile n'a jamais fait peur, et c'est pourquoi c'est une telle tueuse. Et pourquoi cela? Eh bien parce que si nous avons peur, c'est que nous avons perçu le danger. Si nous l'avons perçu à l'avance, alors des précautions ont été prises. De ce fait, le risque diminue, seulement notre sentiment de peur reste le même. Donc l'énergie nucléaire fait très peur, car elle comporte, et c'est vrai, de grands dangers. Seulement il ne faut pas juger le nucléaire en fonction de notre peur, car celle-ci n'est pas un facteur de risque, mais de sécurité. En fait, l'inquiétant, ce serait qu'on n'ait pas peur de l'atome. Je ne parle même pas de l'ORTF de l'époque, mais c'est quand même un combat totalement disproportionné dans la société française entre ces forces médiatiques, ces forces politiques et des poignées de barbus chevelus qui vivent pas comme tout le monde et qui contestent finalement le progrès. C'est à cette époque d'ailleurs que j'ai eu droit à avoir mon appartement plastiqué, moi étant dedans avec ma famille. Ça a été revendiqué par le CAC, Comité d'action contre les crapules atomiques, CAC. L'attentat contre Marcel Boiteux sera un épisode terroriste sans lendemain au sein d'une contestation qui reste pacifique. Mais à travers lui, c'est bien EDF qui est visée, au moment où elle se lance dans un projet futuriste et hasardeux avec le surgénérateur Superphénix. Le surrégénérateur, c'était une façon de produire plus de matière nucléaire qu'on en consommait. Je schématise. Et c'était tellement miraculeux pour les gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire 99% de la population, que le président de la République de l'époque, avec son air de tout savoir et de présenter les choses de façon simple, avait expliqué que grâce au surrégénérateur, nous aurions plusieurs Arabies saoudites sous les pieds. Et donc, le surrégénérateur, pour moi, a été un virage qui a été pris, un mauvais virage. Le combustible est donc du plutonium, donc vous avez une industrie du plutonium, et le plutonium est le corps le plus dangereux que l'on connaisse. Et il faut refroidir, évidemment, comme dans tous les réacteurs, le cœur du réacteur. Et le refroidisseur, c'est du sodium liquide. Formidable. Le sodium liquide s'enflamme à l'air et explose à l'eau. Bon. Donc c'est un truc très dangereux et c'est pour ça qu'on s'y était opposé à l'époque. Pour les écologistes, le projet Superphénix est une provocation. Ils organisent une manifestation à Cress-Malville pour occuper le terrain vide à l'époque, qui doit accueillir la future centrale. Les forces de l'ordre répliquent avec brutalité. Les manifestants sont une dizaine de milliers afflués, mais surtout près de 2000 autres sont armés de casques et de bâtons. Ils prennent position. Par haut-parleur, la police précise que sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse, c'est un jet de pierre, plusieurs cocktails Molotov sont lancés, une voiture prend feu et c'est l'affrontement très violent. La violence, qu'elle soit la violence d'État ou la violence des manifestants, qui sont renvoyés dos à dos, casse le lien avec le public, avec le grand public. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. En fait, Vital Michalon a eu les poumons éclatés par la déflagration d'une grenade offensive lancée par les CRS.
Donc la mort de Vital Michelon, pour un mouvement qui était globalement non violent, c'est une stupeur qui nous arrête, qui nous fait réfléchir, qui nous met en colère contre l'État. L'État qui, avant la décentralisation, avant la fin de l'ORTF, est une sorte de monstre tentaculaire assez fasciste finalement. Dans notre esprit en tout cas. Je me rends compte maintenant ce que ça peut avoir d'adolescent de le qualifier comme tel, mais c'était comme ça qu'on le voyait à l'époque en tout cas. Le soir même, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, est invité au journal télévisé où il reste inflexible, sans le moindre mot de compassion pour la tragédie qui vient d'avoir lieu. Il donne une image glaçante de la raison d'État, appliquée à la défense coûte que coûte d'un terrain vide. Alors le préfet de l'Isère a déclaré que les consignes qu'il avait données aux forces de l'ordre étaient de défendre le site à n'importe quel prix. Ce sont des consignes extrêmement sévères. J'en assume la pleine et entière responsabilité. Il appartient au ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Soyez assurés que je n'y faillirai pas. On voit tout de suite que pour installer ces centrales à l'époque, il y a forcément des CRS partout. Et il y a forcément ce système policier qui est en place derrière. À partir du moment où on a des matériaux extrêmement dangereux, une industrie dangereuse, elle génère obligatoirement un système policier, un système extrêmement militarisé et centralisé. Les opposants à Super Phénix ne parviendront pas à bloquer le projet. Il sera poursuivi par EDF avec obstination et il deviendra, avec l'accumulation de ses pannes et de ses erreurs de conception, un des ratages industriels les plus cinglants du nucléaire français. Ce n'est que 20 ans après la manifestation de Cress-Malville que les écologistes obtiendront sa fermeture définitive. En Allemagne, le mouvement antinucléaire émerge exactement à la même époque et sur les mêmes thèmes. Mais il va connaître un succès politique bien différent. Brockdorf, le nom de ce petit village près de Hambourg, est devenu le symbole de la lutte contre l'énergie nucléaire. Ici devait s'élever une nouvelle centrale. Des mois de manifestations ininterrompues ont arrêté le chantier. Des défenseurs de la nature aux maoïstes, la coalition anti-atomique mobilise plusieurs centaines de milliers de personnes à travers toute la RFA. Les Verts allemands parviennent bientôt à bloquer des projets de centrales en jouant à la fois sur les tribunaux fédéraux et sur les tribunaux des régions. Et tandis que les écologistes restent marginalisés dans notre système politique, les Grünen entrent au Bundestag grâce à la proportionnelle. Le nucléaire devient un thème majeur du débat politique en Allemagne. Ainsi, dès les années 70, l'édifice du nucléaire commence à se lézarder et les premiers doutes sont bientôt confirmés par un accident grave. Small amounts of radioactivity are still being detected this morning miles from the atomic power plant in central Pennsylvania. That's become the scene of one of the country's worst atomic power accidents. The plant is the À 3 Mile Island, l'inimaginable est devenu réalité. Des combustibles atomiques ont échappé au contrôle des techniciens et le réacteur a fondu. 3 Mile Island a été un vrai choc culturel. Il mettait en évidence que, en dépit des précautions prises, une erreur humaine était capable d'engager un réacteur dans un espèce de processus extrêmement dangereux où vous pouviez aller jusqu'à la fusion du cœur. And atomic safety experts say it will be some time before they can get to the actual scene of the accident because the radiation levels there are at a level the government considers lethal. En résumé, Jean-Claude Bourret a un enchaînement de défaillances techniques, mais que l'on connaît, mais qui est l'accident, en quelque sorte, maximal, le pire qui puisse arriver à un réacteur, et dont on disait que la probabilité était très faible. Mais hélas, ça s'est produit, et ça la jette en quelque sorte, eh bien, un manque de crédibilité maintenant sur le nucléaire. L'accident de 3 Mile Island conduit l'administration du président Carter à déclarer un moratoire sur la construction de toute nouvelle centrale. I know that we cannot immediately close down all of our plants. There are some 72 of them at one time. But I do think that we can take some steps immediately to make sure that there is no further expansion of nuclear power generating plants which can just geometrically increase the danger that we all live under. Cette résolution des États-Unis provoque des débats dans tous les pays du nucléaire. La Suède adopte dans la foulée un moratoire identique.
En France, 3 Mile Island n'entame en rien la conviction des partisans du nucléaire, qui refusent de prendre la pleine mesure du risque. Je voudrais préciser que le plus grave accident qui a eu lieu jusqu'à maintenant est celui auquel M. Quiles a fait référence, celui de 3 Mile Island. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et qu'il n'y a eu ni un mort, ni un blessé. Par conséquent, ce n'est pas un accident nucléaire dont on peut dire qu'il a eu des conséquences tragiques. 3 Mile Island, c'est une catastrophe, oui, non, il n'y a pas eu de mort. Au passage, 3 Mile Island est une centrale nucléaire qui fonctionne aujourd'hui. Dans les années qui suivent, l'électricité nucléaire s'insinue dans tout notre espace quotidien. Le président Giscard d'Estaing ajoute même sa pierre au temple du nucléaire Made in France. Pour De Gaulle, c'était le symbole du prestige national. Pour Giscard, c'est la clé de voûte de notre indépendance énergétique. La politique nucléaire est à la rencontre des deux besoins d'indépendance français. Indépendance de la défense, indépendance de notre approvisionnement en énergie. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en 1985, si nous n'avions pas de développement d'électricité nucléaire en France, les Français achèteraient à l'extérieur 85% de l'énergie qu'ils consomment. 85%. L'indépendance grâce au nucléaire repose sur un paradoxe. Nos gisements d'uranium du Limousin sont épuisés depuis longtemps et nous importons la totalité de notre combustible nucléaire, le Niger étant notre principal fournisseur. Les Allemands achètent également tout leur uranium à l'étranger. Mais contrairement à nous, ils comptabilisent leur énergie nucléaire comme une énergie importée. Vu d'Allemagne, notre indépendance énergétique, grâce à l'atome, est un mythe. Pour acquérir cette indépendance, la France a engagé un programme électronucléaire qui est un programme électronucléaire dont personne ne peut faire oublier ici qu'il est approuvé à la fois par le Parlement et par l'immense majorité de la population française. Au tournant des années 80, tous les espoirs des antinucléaires reposent sur une victoire possible de François Mitterrand aux prochaines présidentielles. C'est vrai qu'à l'époque, l'arrivée de la gauche, l'arrivée de Mitterrand était pour nous un très grand espoir. On avait l'impression qu'il y aurait un véritable changement vis-à-vis de la politique énergétique. Moi, j'ai gardé bien soigneusement à la maison une lettre qui est signée de François Mitterrand, de sa main. En gros, il nous disait « Appelez à voter pour moi et j'arrêterai l'usine de l'Aïe ». La campagne se déroule sur fond de lutte antinucléaire à Plogoff. Le temps Moussad n'avait pas découragé des milliers de manifestants, on parle de 20 000 venus apporter leur soutien à la commune de Plogoff en lutte contre l'installation d'une centrale nucléaire sur la pointe du Raz. À commencer par le maire de Plogoff lui-même, Jean-Marie Kerlock, tout le monde était surpris par l'ampleur de ce soutien. Ça, c'est vrai que c'était une époque très forte, parce que c'est vrai que ces gens se sont mobilisés localement, et tout le monde, c'est-à-dire du maire aux agriculteurs, je me rappelle où il y avait des journées organisées par thème. Alors il y avait la journée des anciens combattants. Alors ils venaient avec leurs drapeaux et manifestaient contre les CRS. C'est public une mairie, j'estime. Je ne vois pas la raison pour laquelle il faut y aller qu'à 2 personnes. Moi, quand j'ai envie d'aller dans la mairie de ma commune, s'il y a du monde avec moi, il n'y a personne à l'entrée jamais qui me dit non, vous n'allez qu'à 2. Je n'ai jamais vu ça, moi. Comment ça se fait qu'ici, c'est comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Si c'est Plogoff. Ah, vous ne savez pas, mais écoutez, je comprends que vous ne faites que votre boulot, d'accord, ici. Mais j'estime que c'est de la vaste fumisterie, ce truc-là. J'étais directeur de la campagne de Mitterrand, mais j'étais aussi responsable des questions énergétiques. Donc, pour employer un mot trivial, je le tannais. Et je l'ai mis en garde en lui disant, vous savez, à Brest, moi je suis déjà allé là-bas, la tension risque d'être forte. Je connais les Bretons, par rapport à ce dossier, ils sont très chauds. J'ai été attaqué récemment par le président de la République sortant, je ne sais comment l'appeler, finissant, qui
qui précisément se flattait d'avoir assuré que quiconque cette indépendance énergétique assortie dans son cas d'une politique dite tout nucléaire. Et je dis très simplement que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas, et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Évidemment, le succès était considérable. Moi, j'étais ravi. Et quand on est revenu en avion, il m'a dit vous avez vu, hein, sur Plogoff. Bon, je ne sais pas si j'ai eu raison, mais enfin, ce qui est dit, je le ferai. C'est un excellent souvenir, d'abord parce que ça montrait que les luttes pouvaient être victorieuses. C'est la grande victoire de la mobilisation antinucléaire. Mais c'est aussi extrêmement simple pour le nouveau pouvoir socialiste d'abandonner Plogoff, donc de donner des gages finalement aux écologistes et de continuer le programme électronucléaire. Puisque dans les engagements de Mitterrand, il n'y a pas bien sûr que Plogoff, il y a aussi le grand débat sur le nucléaire. Ce grand débat sera totalement escamoté, quelques heures de débat au Parlement en tout et pour tout, et le programme va se poursuivre. Je crois que je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription, mais quand M. Mitterrand a devenu président de la République, j'ai été baiser la mule, ce qui était mon devoir, et il m'a dit, écoutez, cher ami, pour le nucléaire, vous me laissez Plogoff et je vous sauve le reste. Il m'a dit ça, enfin, c'est pas aussi clairement que ça, mais c'est ça que ça voulait dire. On a renoncé à Plogoff solennellement et on lui a la paix pour le reste. Il est élu le 10 mai, et quelques semaines après arrive le premier train de déchets nucléaires en provenance d'Allemagne, et on a les CRS de gauche à la place de ceux de droite, et rien n'a changé. Et on voit bien que finalement, il y en a qui avalent leur chapeau, et qui laissent en fait partie. Vous dire que j'ai bien vécu ce moment de revirement serait très excessif. Je l'ai mal vécu de plusieurs façons. De ces responsables qui ont déjà fait... En 81, il n'y aura pas de poste ministériel pour Paul Quilles, spécialiste de la question énergétique au Parti socialiste. Le portefeuille de l'énergie échoua à un homme inattendu, Edmond Hervé. Edmond Hervé, qui ne connaissait pas le sujet, mais bon, on l'apprend. Vous savez, il y a un grand principe que j'entends souvent dans la politique, qui moi en tant qu'ingénieur, qui m'a surpris. Quand quelqu'un connaît trop bien un sujet, il ne faut pas le mettre à ce poste au gouvernement, parce qu'il est dangereux. Donc c'est peut-être ça. Et on préfère mettre des gens qui ne connaissent pas le sujet. Ça, c'est vérifiez-le. Parce que s'il connaît trop bien le sujet, il va être sensible à, etc. En réalité, c'est l'inverse. Quelqu'un qui ne connaît pas le sujet est encore plus sensible à ce qu'il ne voit pas se matérialiser comme des lobbies. Le lobby. Le mot résonne longuement lorsqu'on parle du nucléaire. Car derrière l'étonnante continuité de politique énergétique en 1981, on perçoit bien l'action en coulisses de tous ceux qui défendent le programme nucléaire français. D'abord les industriels comme EDF et le CEA, ou la Cogema et Framatome, ancêtres d'Areva, mais aussi les hauts fonctionnaires du ministère de l'Industrie et encore des conseillers techniques à Matignon comme à l'Élysée. Quand vous avez le patron d'EDF, du CEA, des ingénieurs, des gens qui viennent nous trouver, qui vous retrouvent au repas, qui vous disent « mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas », que vous avez les élus d'une région qui vous disent « ça fait tant d'emplois en moins », cette somme d'informations fait qu'à la fin, on dit « oui, attention, voilà ». Et on se retrouve dans une contradiction. Le lobby nucléaire est un lobby très particulier en France. Parce que on ne peut pas le mettre sur un pied d'égalité avec le lobby du pétrole ou le lobby de l'agroalimentaire ou même le lobby agricole, qui sont des lobbies distincts de l'État. En France, le nucléaire et l'État sont totalement liés. Et donc, ce n'est pas vraiment un lobby. C'est une partie de l'État. Les grands programmes dont je parle français ont été nourris par les corps d'ingénieurs français, corps des mines, corps des ponts, corps des télécoms, qui sont effectivement une invention napoléonienne, pour certains d'entre eux d'ailleurs même avant, pour être des sortes de, comment dirait-on, moines soldats du développement économique. Donc je crois qu'effectivement, dans la réussite de ces grands programmes, il y a beaucoup cette espèce de, on pourrait dire technocratie, mais technocratie savante, technocratie d'ingénieurs, qui a développé avec continuité ce que les politiques souhaitaient.
les grands corps français, ça forme, c'est un moule. On peut avoir des valeurs et des opinions de droite ou de gauche, mais on a quand même eu la même formation. Et ce système français très fort des grands corps, des grandes écoles et d'une formation commune de tous ceux qui vont se retrouver en situation de décideur, c'est ça aussi qui est une partie du deal nucléaire français. L'élite technique de la République française est issue des grandes écoles. Au premier rang de celle-ci, on trouve Polytechnique, qui est à la fois une école d'ingénieurs et une institution militaire. Parmi les polytechniciens, les 10 premiers rejoignent le corps des mines, une élite au sein de l'élite. Et ce corps des mines est entièrement acquis au développement du nucléaire, dont il a fait sa chasse gardée. C'est un système absolument épatant, c'est que vous avez le patron d'Areva et corps des mines, le directeur des risques naturels et industriels et corps des mines, à l'intérieur de cette direction, le service des risques technologiques et corps des mines, et à l'intérieur de ce service, la mission nucléaire et corps des mines. Donc voilà le côté administration. Et puis, plus grave, c'est qu'au niveau des cabinets, c'est pareil. Donc aujourd'hui, par exemple, les conseillers énergie de Monsieur le Président de la République et corps des mines, le conseiller énergie de Moscovici et corps des mines. S'il y a un ministre qui change, il va se trouver devant un bureau en arrivant avec 3 CV du corps des mines sur son bureau, desquels il peut choisir son conseiller énergie. Quand je suis arrivée effectivement au ministère, j'ai composé mon cabinet. J'ai demandé des CV, on m'a envoyé 3 CV d'ingénieurs des mines qui savaient parfaitement où ils mettaient les pieds, qui venaient en service commandé de leur corps, mais qui venaient avec l'idée non pas de limiter la casse de leur point de vue, mais de m'aider aussi à faire mes premiers pas dans ce monde-là. Par nature, l'existence d'une caste de ce type est antidémocratique. Ils sont persuadés qu'ils ont la durée pour eux, puisque de 20 ans à 65 ans, ils seront au pouvoir. Donc c'est quand même mieux que les mecs qui se font élire, qui tournent, qui peuvent perdre leur poste, etc. Ils sont tranquilles. Donc ils assurent la permanence de la France. Le nucléaire français fonctionne en vase clos, en dehors de tout contrôle démocratique. Et c'est ce que va mettre en évidence la catastrophe de Tchernobyl. La France compte alors 45 réacteurs en activité, ce qui fait d'elle le pays le plus nucléarisé d'Europe. Et les Français ne découvrent pas seulement un désastre d'une ampleur inédite, avec un nuage radioactif qui survole la moitié du continent. Ils découvrent aussi le discours de leurs experts en sûreté nucléaire. Si on fait le total de ce qu'on ingérera à la suite de l'accident de Tchernobyl en iode 131, ce sera le 10e de la norme, qui est la seule norme de 5,4 microcuries par an. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le Curie. On parle en Curie dans beaucoup de milieux. Essayons de faire en sorte que tout le monde comprenne, parce que moi j'y comprends rien, je suis pas physicien nucléaire, je pense que tous ceux qui nous regardent ne sont pas non plus des physiciens nucléaires. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en Curie, je continue à parler en Curie. Bon, alors si tout le monde parle en Becquerel et que vous parlez en Picot-Curie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là on est complètement perdu. La communication a été une vraie catastrophe, c'est pas une découverte. Je pense que le professeur Pellerin, en fonction des informations dont il disposait, a dit ce qu'il pensait. Mais avec vraiment, et ça transparaît dans son discours, l'idée, il faut surtout éviter une panique. Et donc, il a été beaucoup plus rassurant que transparent. Le professeur Pellerin est alors le patron tout-puissant de notre service de sûreté nucléaire, responsable de l'inspection et de la surveillance de nos centrales. Il va se livrer à un exercice de non-communication surréaliste. L'opinion publique résume alors la version officielle en une phrase: le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à nos frontières. La France a créé, au moment de Tchernobyl, une ligne Maginot de l'information absolument incroyable, absolument incroyable. Je l'ai vécu cette affaire-là de très près. Je vous le disais, j'étais l'avocate du Land de Sarre. 3-4 jours après Tchernobyl, j'avais rendez-vous avec Jolainen, qui était le ministre de l'Environnement de la Sarre. Oui, il me dit, voilà, on interdit aux enfants d'aller dans les parcs, les gens ne font pas de sport, ne courent pas dans la rue, sortent le moins possible, pas de fruits frais, pas de salade, pas de lait frais, enfin voilà, tout ça.
Nous avons pris contact avec le gouvernement français. Vous pouvez imaginer le succès qu'on a eu au secrétariat général de gouvernement que nous connaissions un peu à l'époque. Et puis, nous avons pris contact avec Corinne Lallot. Je me trouve à la frontière entre la France et l'Allemagne. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation. Donc oui, nous avons été en face d'un vrai mensonge d'État. Oui, il y a eu de la radioactivité en France. Je continue personnellement à penser qu'on n'a pas dit la vérité aux Français et qu'au-delà de ça, on leur a menti. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit. Non seulement il y a eu cette volonté à l'instant T de dire nous n'inquiéterons pas la population française parce que inquiéter la population française, c'est déstabiliser le soutien de la société française au nucléaire, mais qu'on est allé jusqu'à dire, et il est plus important de préserver l'industrie nucléaire française que de préserver la santé des Français. C'était extrêmement grave, et ça a été décidé au plus haut niveau de l'État. Mais c'est terrible, parce que du coup, la perte de confiance dans les autorités publiques, dans les gens du nucléaire, dans l'autorité en général même, on va dire, a changé, mais durablement, l'acceptation de cette technologie. Les sondages réalisés après Tchernobyl sont sans appel. Pour la première fois, l'opinion décroche. Une majorité de Français se prononce contre la construction de nouvelles centrales. Et ils sont encore plus nombreux à penser qu'on leur a menti sur les conséquences de l'accident. La catastrophe agit comme un révélateur des travers de notre politique nucléaire. Elle met en évidence l'opacité et la culture du secret qui l'enveloppe depuis ses commencements. On voit bien que nous avons un groupe de décideurs français qui se considèrent comme étant sachants et qui ne considèrent pas légitime que la population participe au débat. Et je crois que c'est une des grandes erreurs du programme nucléaire français que d'avoir méconnu ce problème de la transparence et de la pédagogie vis-à-vis de la population. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quelques années après le démarrage du programme, des oppositions ont commencé à naître, des manifestations ont eu lieu, la machine nucléaire s'est refermée comme une huître avec le message de dire « vous en faites pas, nous sommes compétents, nous allons vous garantir qu'il n'y a pas de risque d'accident, que les risques sont maîtrisés, laissez-nous nous occuper de tout ça ». Tchernobyl révèle aussi l'entêtement de la France nucléaire. On le mesure au nombre de pays dans lesquels la catastrophe fait bouger les lignes. L'Irlande, la Norvège, le Danemark, l'Italie et la Grèce interdisent toute nouvelle construction de centrales, bientôt rejoint par l'Australie. Mais pour nos nucléocrates, l'explication de Tchernobyl tient en peu de mots. Cet accident n'est pas d'accident nucléaire, c'est un accident soviétique. Enfin, je précise. Il faut se rendre compte que les circonstances de l'accident sont tout à fait extraordinaires, n'ont jamais pu se produire dans des pays plus organisés. Tchernobyl, je rappelle que Tchernobyl, grosso modo, un RBMK, c'est une cuve nucléaire dans un bardage de supermarché. Bon, pas du tout les centrales nucléaires françaises, donc c'est... Non, enfin, on n'est pas dans le même monde. L'industrie nucléaire réagit à la catastrophe par la fuite en avant, en pariant sur de nouveaux réacteurs, encore plus gros, encore plus puissants, dits de 3e génération. La première centrale EPR est en chantier sur la côte normande, à Flamanville. Elle doit fournir de quoi alimenter à elle seule une ville comme Paris. Les catastrophes vous apprennent toujours quelque chose. L'EPR est donc ce réacteur de 3e génération qui a incorporé ce qu'à l'époque on avait tiré comme leçon et de Three Mile Island et de Tchernobyl. La 3e génération vient de là. C'est-à-dire, c'est quoi qu'il arrive à l'intérieur du réacteur, il n'y aura pas d'effet à l'extérieur. Alors ça veut dire que c'est plus cher, ça veut dire qu'effectivement, comme je le disais, il y a beaucoup d'éléments de sûreté, de sécurité qui ne servent à rien au quotidien, mais le jour où vous avez un pépin, c'est ça qui fait la différence. Fondamentalement, c'est un réacteur électronucléaire de la même sorte que les autres, et donc sa puissance même, qui est le plus puissant de tous les réacteurs,
fait qu'on emmagasine dans une usine comme cela une quantité d'énergie absolument phénoménale. Et la garantie absolue que rien ne peut se passer à l'extérieur avec des conséquences graves, elle ne peut pas être aujourd'hui apportée. C'est mieux, beaucoup mieux que les réacteurs existants, mais ça n'est pas impossible d'avoir un accident avec l'EPR. Prévu initialement à 3,3 milliards d'euros, l'EPR affiche aujourd'hui un coût de 8 milliards et demi et déjà 4 ans de retard à la livraison. L'EPR est beaucoup plus cher que les autres. Et ce qui est curieux, c'est que contrairement à la plupart des techniques, c'est vrai par exemple sur les renouvelables, dont le coût diminue au fur et à mesure qu'elles s'étendent, qu'elles progressent, vous voyez, le coût du photovoltaïque diminue, le coût de l'éolien diminue, etc., le coût du nucléaire augmente. C'est-à-dire l'EPR est 3 fois plus cher que Fessenheim, à monnaie constante. Pour l'instant, le réacteur EPR coûte la peau du dos, prend un retard considérable, et si ça doit rester comme ça, si c'est vraiment une caractéristique définitive de la filière, tant qu'à son coût et son durée de construction, ben, les autres énergies n'ont pas d'inquiétude à avoir. Malgré l'inflation des coûts et la multiplication des critiques, la France persiste dans sa conviction et continue de tout miser sur le nucléaire. En ce début du XXIe siècle, nous sommes devenus le pays le plus nucléarisé au monde, avec 58 réacteurs qui fournissent près de 80% de notre électricité. L'industrie nucléaire continue d'être glorifiée par tous les gouvernements comme une filière d'excellence. Elle est même devenue un élément incontournable de notre diplomatie. La France est l'amie de l'Inde, la France croit dans l'avenir de l'Inde, la France respecte la démocratie indienne, la France est à vos côtés pour développer l'industrie nucléaire. Areva, entreprise d'État championne des constructions de centrales, est de tous les voyages officiels. Chaque succès à l'exportation est célébré comme une victoire nationale. Anne Lauvergeon vient d'officialiser le plus gros contrat jamais signé par Areva, la vente de 2 réacteurs nucléaires EPR de nouvelle génération. Nous avons eu toujours le soutien des présidents de la République, je dois dire, de Jacques Chirac, comme de Nicolas Sarkozy, pour aboutir. Autour de nos centrales, EDF arrose copieusement les municipalités et les contestations locales se retrouvent muselées. Grâce au nucléaire, le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux encaisse chaque année une taxe professionnelle de 11 millions d'euros. Pour une commune de 8000 habitants, c'est un record national. Bon, là, vous êtes devant la piscine. Une piscine, un bowling, une patinoire. Son village est équipé comme un émirat du Golfe. C'est moi qui l'ai construit avec mon entreprise. Ça a coûté 50 millions de francs. L'argent, ils ne savent plus quoi en faire. Le boulodrome couvert, c'est la cerise sur le gâteau à Koweït-sur-Drôme. Il a coûté 1 700 000 euros. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est un peu un gaspillage, cet équipement? C'était pas une priorité. Disons que dans le pays où il fait soleil les 3/4 de l'année, c'était un équipement qui n'était pas nécessaire fondamentalement, quoi. C'est évident. Cet équipement coûte encore à la commune 150 000 euros par an pour l'entretien. Alors que les bolistes, eux, préfèrent toujours le plein air. Le nucléaire en France, pour un certain nombre de territoires, c'est un point très important en termes économiques. Et donc on a des élus locaux qui ne veulent pas se mettre en danger en contestant une industrie nucléaire qui fournit les emplois sur ces territoires-là. Dans les années 80, les maires du Cotentin étaient, pour beaucoup d'entre eux, antinucléaires. Aujourd'hui, la plupart des élus du Cotentin sont des élus qui travaillent à Areva ou qui travaillent à EDF. Ça pose quand même un problème, me semble-t-il, de déontologie. La manne déversée sur les communes de l'atome cache un problème plus vaste. La France s'est suréquipée en nucléaire. Les technocrates du plan Messmer imaginaient un doublement de notre consommation électrique tous les 10 ans. Résultat, nous produisons aujourd'hui 30% au-dessus de nos besoins. Certains ont dit, mais ils ont construit beaucoup trop de centrales nucléaires, c'est du gaspillage, en même temps des risques inutiles. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai si on regarde seulement la France. Mais si on regarde l'Europe occidentale, ce n'est pas vrai. Et le nucléaire était pour la France une occasion formidable de gagner des devises à une époque où ça avait une importance. En tout cas, d'équilibrer sa balance commerciale avec les autres. Cette surproduction chronique a poussé EDF à inventer de nouveaux débouchés. Et c'est ainsi que la France est devenue la championne du monde du tout électrique.
Il n'y a plus moyen d'être tranquille, même un dimanche. Vous n'avez pas bientôt fini avec votre fichue perceuse? Ma fichue perceuse électrique. Électrique, oui, monsieur. Électrique ou pas, me casse les oreilles. On pourrait même dire nucléaire. Ma fichue perceuse nucléaire. Démonstration. Quand je perce mon mur, ou plutôt notre mur, devrais-je dire, c'est grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire. Vous me suivez? Alors il a fini l'autre crétin avec sa perceuse électrique? Nucléaire, pas électrique. EDF et Areva multiplient les campagnes de publicité qui achètent la complaisance des médias et diffusent l'idéologie pro-nucléaire dans l'Hexagone. Mais la face cachée de ce consensus, c'est la désinformation sur les risques. Les problèmes rencontrés par nos centrales sont le plus souvent minimisés ou dissimulés. L'accident Made in France, on l'a frôlé. La loi de l'emmerdement maximum a été vérifiée. On craignait le bug de l'an 2000. On a eu une super tempête et la marée noire. Et on a eu l'ennoyage des circuits de sûreté de la centrale de Blaye. Le 27 décembre 1999, la tempête du siècle crée une vague de 3 mètres dans l'estuaire de la Gironde. Cette vague géante déferle par-dessus la digue de la centrale de Blaye et vient engorger la station de pompage. Le système de secours se retrouve hors service. Les réacteurs 1 et 2 s'arrêtent. Pendant plusieurs heures, cette centrale située à 40 km de Bordeaux est au bord de l'accident grave. Et alors, ce qui m'a quand même stupéfaite, c'est le fait de ne pas être informé tout de suite, le fait de devoir pleurer pour aller à la pêche aux informations. Je suis allée au PC d'urgence pour toute autre chose. J'avais prévu de faire le tour cette nuit-là des services qui étaient sur le pont à cause du bug. Hein. Puis je débarque à l'autorité de sûreté, puis je les vois tous préoccupés. Mais ils ne m'avaient pas appelé avant. Donc je venais pour apporter du champagne et du chocolat, pour remercier les gens qui faisaient le passage de cette nuit de l'an 2000. Et je tombe sur un incident dont personne ne nous avait parlé quand même. Cette crise à la centrale de Blaye est aussitôt étouffée. Elle est classée comme un problème de niveau 2, quasi négligeable. C'est bien le nucléaire français qui, ce jour-là, a montré que pas plus que les autres, il était prêt, finalement, à une agression extérieure majeure. En effet, cet incident nucléaire était riche d'enseignements. Il nous avertissait qu'une simple inondation due à des causes naturelles suffit à mettre en danger une centrale. C'est exactement ce qui va se passer 10 ans plus tard à Fukushima. La centrale japonaise résiste au séisme, mais elle succombe à l'inondation de son système de refroidissement par une vague d'une ampleur imprévue. Mais une fois de plus, le lobby nucléaire français a réponse à tout. 3 Mile Island, c'était une erreur humaine. Tchernobyl, un accident soviétique. Fukushima, c'est une catastrophe naturelle. On est en face d'une catastrophe très très importante au Japon, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre d'une magnitude très très élevée, un tsunami gigantesque. Il est clair qu'effectivement le Japon est aujourd'hui extrêmement touché et avec des moyens de faire face à la crise nucléaire qu'ils connaissent, qui ne sont pas les moyens habituels. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste? Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. Et pourtant, dans les jours qui suivent, 180 000 personnes sont évacuées et les autorités imposent une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale. Des milliers d'habitants sont touchés par les radiations. L'économie locale est anéantie. Le coût pour le Japon se chiffre en centaines de milliards d'euros. Même si ça a conduit à l'évacuation d'une centaine de milliers d'habitants, qui, pour une partie d'entre eux, ne pourront pas rejoindre les territoires qui sont les leurs, il n'y a pas eu de morts multiples et nombreux donc, par l'ensemble de la radioactivité qui a été relâchée. Donc je pense que même en cas d'accident, il peut y avoir encore un bénéfice et un solde réel. Oui, j'accepte ce risque. J'accepte le risque nucléaire, je l'accepte pleinement parce que je mesure que les avantages donc, de cette technologie sont très largement supérieurs aux risques encourus pourvu que je respecte les règles donc, de bon fonctionnement de cette technologie. Et si l'histoire vous donne tort? Je l'assume.
C'est-à-dire qu'on garde l'idéologie pro-nucléaire, on la pare moins de toutes les vertus, mais on renforce son caractère obligatoire, nécessaire, et on introduit un peu l'idée qu'il faut quand même avoir l'esprit de sacrifice, quoi. On va quand même pas, parce qu'il y a eu Fukushima, renoncer à cette chose extraordinaire, l'indépendance de la France, enfin tous ces trucs à la noix. Dans le nucléaire comme dans d'autres industries, il y a une perception des risques, une perception des besoins, et il n'y a que la perception des besoins qui peut équilibrer la perception du risque. On avait ça en 1974. L'a-t-on encore? C'est pas certain. Dans l'opinion mondiale, Fukushima est l'accident de trop. Le temps du consensus est révolu. Un sondage international réalisé à travers 24 pays donne une nette majorité d'avis hostiles au nucléaire. Les 3/4 des sondés jugent que cette énergie sera bientôt obsolète. Dans la foulée, le Japon ferme ses centrales. L'Italie réaffirme son rejet. La Suisse décide de sortir du nucléaire d'ici 2035. Et la chancelière allemande annonce son revirement. So unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Angela Merkel se fixe comme objectif le zéro nucléaire en 2022. Elle oriente résolument son pays dans la direction des énergies renouvelables, dont elle veut faire la nouvelle filière d'excellence allemande. Dans le grand cauchemar du lobby électronucléaire français, il y a les Allemands. Les Allemands sont en train de démontrer finalement assez tranquillement que la décision politique de sortie suffit pour mobiliser de grands industriels, de grands énergéticiens qui mettent l'argent. Il faut imaginer que en décembre 2011, en un seul mois, l'Allemagne a connecté plus de 3000 mégawatts de solaire au réseau. 3000 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 2 EPR en un mois. Pendant qu'outre-Rhin, on élabore une nouvelle donne énergétique, en France, on rejoue le débat nucléaire de 1981. Cette fois, c'est notre plus ancienne centrale, celle de Fessenheim, qui cristallise les oppositions et qui va faire les frais de l'alternance de 2012. Sa fermeture est promise par le nouveau président François Hollande, comme l'abandon de Plogoff autrefois par François Mitterrand. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016, dans des conditions qui garantiront la sécurité des approvisionnements de cette région, la reconversion du site et la préservation de tous les emplois. Concession aux écologistes, cette fermeture annoncée est encore loin d'être effective et la politique nucléaire est maintenue. Pour ma part, je considère que le nucléaire, puisque c'était votre question implicite, est une filière d'avenir. Notre choix d'avoir une énergie pas chère, abordable et en quantité est un choix stratégique pour la nation. Les socialistes nouvellement élus reprennent à leur tour le flambeau du nucléaire national. Pourtant, nous sommes bien à un moment charnière. 40 ans après le lancement du plan Messmer, la première génération de centrales arrive en fin de vie et va devoir être démolie. À Brennilis, dans le Finistère, une première expérience de démantèlement est en cours. Le chantier s'est vite révélé plus compliqué que prévu, car la radioactivité est partout et impose des conditions de sécurité maximales. Il faut tout conditionner en fût étanche jusqu'au plus petit boulon. Les travaux durent déjà depuis 25 ans. L'exemple de Brennilis montre que ce qui devait coûter 20 millions d'euros a déjà coûté plus de 450 millions d'euros. Donc on n'est plus du tout même dans les mêmes ordres de grandeur. La promesse originelle du nucléaire, celle d'une électricité abondante et à bas prix, est aujourd'hui contredite par les économistes. Il est vrai qu'en comparaison sur le plan international, la France a un prix d'électricité très compétitif. Mais puisque nous, on a poussé l'électricité dans les grandes consommations comme le chauffage électrique et l'eau chaude sanitaire, ça veut dire que les gens consomment beaucoup plus qu'un ménage moyen, par exemple en Allemagne. Donc les factures d'électricité sont beaucoup plus élevées en France que dans d'autres pays. Ce qui a conduit d'ailleurs
à un phénomène de pauvreté énergétique avec 4 millions de ménages qui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie. C'est ça la mesure d'un succès de politique énergétique. Thierry? Oui? Imagine que si les 3/4 de notre électricité n'était pas nucléaire, il faudrait extraire de notre sol 80 millions de tonnes de pétrole. T'imagines? Sans l'électricité nucléaire, il faudrait importer l'équivalent de 300 super pétroliers. Et en plus, on perd l'électricité plus chère. T'imagines? Je vois d'ici la scène. Aujourd'hui, l'électricité nucléaire assure notre avenir énergétique. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Ce prix bas est un prix qui est faux, économiquement faux. Ça n'intègre pas le démantèlement des centrales nucléaires qu'il va bien falloir payer. Ça n'intègre pas en totalité l'aval du cycle, et vous savez qu'il y a tout un débat sur le véritable coût de l'enfouissement des déchets radioactifs, et surtout, ça n'intègre pas l'assurance. Le nucléaire, avec du reste les OGM, sont des technologies qui ne sont pas assurées parce qu'elles ne sont pas assurables. S'il y a un Fukushima en France, c'est 700 milliards. Comment on assure 700 milliards d'euros? Même l'État français ne peut pas assurer ça. C'est-à-dire que nous avons au-dessus de notre tête une épée de Damoclès dont on ignore complètement ce qu'il adviendrait si, à ce que Dieu ne plaise, nous étions confrontés à un accident majeur. La conséquence, c'est que même les plus grands, comme Exelon aux États-Unis, plus grand exploitant nucléaire en Amérique, a dit très clairement que le nouveau nucléaire n'est pas compétitif. Et ce n'est pas prévisible quand il sera un jour compétitif. Le choix du tout nucléaire a fini par conduire la France dans une impasse. Dans les années à venir, notre électricité va coûter de plus en plus cher et nous avons pris un retard considérable sur les énergies alternatives. On croit que le nucléaire est l'atout de la France. C'est devenu une religion, cette affaire-là. Je pense que c'est des domaines dans lesquels la religion et la croyance n'ont rien à faire. La vraie question, c'est quel est aujourd'hui, 2012, l'intérêt de la France? Pour moi, le choix du nucléaire n'est pas illégitime à une condition, c'est que un réacteur nucléaire du futur doit produire de la sûreté avant de produire de l'électricité. Je crois que la question qui doit nous intéresser, qui doit amener un vrai dialogue, y compris entre des gens qui se sont combattus, c'est comment on sort en bon ordre de cette aventure qui aura duré donc un demi-siècle, et que les gens de talent qui sont, y compris dans la filière nucléaire, dans la recherche, dans l'industrie nucléaire, on leur retrouve des emplois de haut niveau sur le nouveau challenge qui est le défi intellectuel du renouvelable. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on amène ce potentiel humain vers ce nouveau challenge. En France, on a toutes sortes de choses. Lors du premier choc pétrolier, notre grand slogan de réponse à la crise était « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». La seule idée depuis 40 ans aura été le recours toujours plus massif au nucléaire. Cette énergie de l'avenir apparaît aujourd'hui comme une énergie du passé, porteuse d'inquiétudes et de menaces. Comme d'autres pays, la France va devoir envisager sa sortie du nucléaire et dessiner son avenir en explorant de nouvelles pistes.